Bonjour à tous. Je suis très content de vous rencontrer avec Pierre-Olivier. Si on regarde les grandes révolutions de l'humanité, c'est toutes des révolutions qui sont des révolutions technologiques. Non pas parce que les technologies auraient changé l'humain, parce que les êtres humains commencent à croire à quelque chose, cette croyance se transforme en technologie et que la technologie interagit en fait avec les usages. Si on prend l'arrivée de la ville, au néolithique, il y a 10 000 ans, il n'y aurait pas eu de ville si des gens n'avaient pas commencé à avoir des charrues, avaient commencé toute une révolution en fait, biotechnologique qui permettait de sélectionner des semences, de sélectionner des élevages. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un monde qui était un monde en fait, de nomades à un monde sédentaire qui sont nés les grands empires babyloniens, assyriens, égyptiens, etc. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en fait ensuite au Moyen Âge, quand on a commencé à voir, quand on a en fait inversé la proportion des esclaves en fait et des machines. Rome était une civilisation qui fonctionnait en fait sur une force humaine d'esclaves parce qu'ils croyaient que c'était bien et 40% de la population à Rome étaient des esclaves. Au Moyen Âge, 80% de la population en fait vit en fait de l'énergie et une énergie non humaine qui vit en fait de l'hydraulique, etc. Donc il y a interaction entre l'usage, entre les croyances et les technologies. Et les technologies elles-mêmes changent les croyances et par boucle de rétroaction, tout cela s'entraîne. Et ce qui est vrai pour la civilisation humaine est vrai pour les gens. C'est que les gens, s'ils ne rentrent pas dans vos magasins, ou s'ils rentrent dans vos magasins, c'est qu'ils croient qu'il va se passer quelque chose, ou s'ils viennent sur un site, c'est qu'ils croient qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui est en train de changer, c'est finalement que les GAFA sont en train d'intervenir sur tous les besoins primaires qui sont commercer, manger, se nourrir, rentrer en relation avec YouTube, have sex, avec Tinder, avec YouPorn, avec tous les... Voilà. Et cette interaction, en fait, est en train de bouger l'humanité de manière extrêmement profonde. Et si on regarde finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça, on se retrouve finalement avec une expérience utilisateur qui est en train de changer très profondément, des technologies qui changent très profondément. Vous voyez n'importe quelle boîte de retail ici, elle met son système d'information, une grande release tous les 3 ou 4 ans, on déploie un SAP ou je ne sais quoi. Amazon change son système d'information plusieurs centaines de fois par minute. Ça veut dire que les manières de travailler, il y a interaction entre le user experience et la tech. Ça veut dire que la tech, elle a été complètement décorrélée par différents layers, en fait, qui sont complètement désynchronisés et qui permettent de multiplier tout un tas de petits projets courts en temps réel, alors qu'Amazon mettrait même temps que vous pour faire un ERP. Là où vous mettez 250 jours sur un projet court, Amazon en met 35. Tout ça en Scrum, avec des méthodes, etc. Donc du coup, ça change les manières de travailler, ça change la manière dont les gens travaillent, avec des projets courts, comme méthode sur des projets de 4 semaines, 6 semaines maximum, avec 10 personnes, et avec une décorrélation des projets socles et des projets front office, en fait, de relations clients qui changent en permanence. Ça change complètement, évidemment, les usages, et Pierre-Olivier va nous le raconter, c'est-à-dire que l'acheteur d'hier, c'est pas l'acheteur de demain. Ce qui est en train de se passer en centre-ville actuellement, on revoit complètement en fait la ville actuellement. Vous voyez, un Ocado en train de débarquer sur Paris, ils sont là dans un an. Dans un an, le paysage du food va complètement changer. Ocado sert déjà 70% de la population anglaise. C'est énorme. Donc c'est des mutations colossales et sans qu'on s'en aperçoive, d'interaction entre l'humain, la technologie, l'organisation qui bouge, évidemment les business models qui sont en accélération. Un bout.com, que personne ou très peu de gens connaissent en fait, dans le retail, c'est un business qui faisait 259 millions d'euros l'année dernière et qui cette année en fait a une croissance de 90% et vers les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces gars débarquent en France, et ils ont un business model accéléré, c'est-à-dire qu'ils sont comme un Zara-like, c'est-à-dire avec des cycles très courts, et donc voilà. Donc je voudrais, et Pierre, il y a 2 business qui ont vraiment marché chez nos clients, c'est Maison du Monde, où Xavier Marie a vraiment pris le truc en main et a été sur un business accéléré en fait de fast retailing en fait du meuble, et Pierre-Olivier sur le B2B. Et on parle jamais de Mathieu Nutan, alors je me suis dit, il faut vraiment qu'il vienne nous raconter son histoire. Excusez-moi d'avoir été un peu. Vas-y. Alors, Pierre-Olivier, oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai l'impression, entre le démarrage sur l'agriculture mésopotamienne et ce que tu as dit sur Manutan, en fait, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à avoir un peu de j'ai l'impression. Non, en gros, moi je viens d'un métier où on nous appelait il y a encore 7-8 ans la redoute de l'industrie. Donc il ne fallait pas être Jeff Bezos pour comprendre que dans ce métier-là, si on ne se bougeait pas, on risquait de disparaître assez vite. Parce qu'en fait, il nous est arrivé un peu comme dans tous les métiers, il y a une dizaine d'années, donc nous on vendait par catalogue et puis par site marchand. Et dans le B2B, vous aviez des canaux qui vivaient bien leur vie. Donc vous avez les retailers, alors c'est pas connu, mais c'est des sociétés comme Oracle, des Scorecabo, qui réalisent des milliards
qui ont des quincailleries dans les zones industrielles, vous aviez les modèles de force de vente, et vous aviez les cataloguistes. Et nous, les cataloguistes, on était assez tranquilles dans notre métier, on était une niche mais assez rentable. Et puis Internet a évidemment fait exploser toutes ces frontières, avec d'un côté les pure players, donc qui ont appris le métier, de l'autre des quincailliers, retail, qui ont été obligés de se mettre à l'e-commerce. Et donc, sans bouger, c'était vraiment de se retrouver complètement écrasé, comme l'ont été la Redoute et les Trois Suisses, avec une perte totale de la valeur ajoutée du modèle. Moi, je rajoutais un point avant d'expliquer ce qu'on a fait, c'est que ce qui est, je trouve, très difficile aujourd'hui, notamment avec Amazon, c'est que notre métier de distribution, ils en ont fait un produit d'appel. Jusqu'à maintenant, notre métier de distributeur, on avait des familles d'appels, on faisait venir le client, et puis derrière, on se rattrapait sur autre chose. Eux, c'est la distribution, en fait, un produit d'appel. Pour faire entrer un client dans un écosystème, si on regarde aujourd'hui, l'an dernier, leur deuxième source de profit, c'est la pub. C'est devenu le troisième acteur de la publicité aux États-Unis. Hier, ils ont annoncé une offensive sur mobile. En fait, la distribution, c'est un produit d'appel pour entrer dans un écosystème, pour entrer dans Prime vidéo, etc. Et donc, face à ça, la question, c'est que nous, ce qu'on a vécu, c'est que finalement, la marge pour laquelle un client était prêt à payer pour dire « je suis dans mon atelier, je suis dans mon usine, je veux commander de la fourniture industrielle, je veux commander du service des... » Il était prêt à payer parce qu'il trouvait que ça avait une valeur, qu'il ait un site marchand et qu'on le livre. Aujourd'hui, malheureusement, il trouve que ça a de moins en moins de valeur. Et moi, je suis assez convaincu que dans quelques années, ça n'aura plus de valeur. C'est-à-dire que l'acte même de la distribution aura en fait très très peu de valeur, ça aura quasiment disparu. Parce qu'on a des modèles qui génèrent d'autres sources de revenus et qui utilisent notre métier en fait comme un produit d'appel. Alors nous, c'est ce à quoi on a été confrontés de façon assez violente et on l'est encore beaucoup. Et donc, je serais assez prétentieux de dire qu'on a réussi une transformation digitale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi aujourd'hui à retrouver une croissance. Et ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est en lien avec ce que disait Didier, c'est 4 piliers en fait qu'on a fait bouger, en tout cas qu'on a fait avancer ensemble. Et souvent, quand on demande la transformation digitale, comment vous avez fait, etc., ces 4 piliers sont totalement interdépendants. Je pourrais commencer par un des 4, mais je pense que si un manquait, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. Première chose, ça a été de redéfinir notre mission, notre raison d'être. Moi, je suis assez convaincu que, en fait, c'est assez frustrant quand on a un business qui a 2200 collaborateurs qui a 60 ans. Tous les jours, on vous entend dire « vous n'avez rien compris, vous allez mourir, etc. » Le problème, c'est que nous, comme beaucoup d'entre vous, on a des collaborateurs qui sont là depuis 60 ans, en tout cas 20 ou 30 ans. Parce que sinon, vous les faites travailler très tard, chez Valbutin. En fait, à part le fondateur, il n'y en a pas qui sont là depuis 60 ans. Non, mais qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Pour certains d'entre eux, leur métier, c'est de saisir une commande dans un outil, etc. Et on leur dit, attends, tout va changer, quoi. Et donc, moi, je suis assez convaincu que ce qui a fait aujourd'hui une force chez nous, c'était de redéfinir la mission, d'avoir un point d'ancrage, peu importe notre mission, c'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est de dire aux gens, quoi qu'il va se passer, et vous allez voir, effectivement, on s'engage dans une aventure qui va beaucoup bouger, on le fait pour ça. Et donc, on a beaucoup défini notre mission, et on a énormément investi dans une université dans laquelle tous nos collaborateurs passent, pour une seule raison, c'est qu'on voulait faire reprendre confiance à beaucoup de collaborateurs qui pouvaient évoluer, qui était notre principal problème, et notamment quand on a abordé le problème de la technologie. Et donc, l'université, c'est un endroit où on rentre par le chant, par le théâtre, on rentre aussi par des choses plus prosaïques. Mais c'est vraiment un endroit où on a dit aux collaborateurs, on va créer de la mobilité individuelle pour créer de la mobilité collective. Et je pense que sans cette université, sans ce qu'on a fait sur notre mission, sans l'explication permanente de dire on s'en moque du digital, on s'en moque de la technologie, on n'est pas là, nous on est des commerçants, on a une mission, en l'occurrence entreprendre pour un monde meilleur, on a expliqué ça. En fait, ça a permis aux collaborateurs de s'engager. Le deuxième pilier, c'est évidemment de revoir en fait la valeur ajoutée. Encore une fois, vu que distribuer ne vaut plus rien, vu que ça vaut en tout cas beaucoup moins qu'avant, la question a été pour nous de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on évolue. Alors on a déployé un premier axe qui a été d'élargir considérablement nos gammes. Alors ça paraît bête, mais juste pour vous donner une idée, on référençait avant 6000 produits par an. Puis un jour, on a dit à l'entreprise, maintenant les gars, on va se bouger, on va en référencer 24 000. Tout le monde nous a dit c'est impossible, 24 000 par an, etc. Et il se trouve qu'on utilise un outil de gestion de contenu et notre éditeur nous dit mais allez voir une société qui s'appelle Bol en Hollande, c'est le Amazon hollandais, ils ont le même outil que nous. Et je me souviens toute ma vie, on arrive, on dit voilà, nous on va référencer 24 000 et le gars il rigole, il me dit pourquoi vous rigolez? Parce qu'il dit nous c'est ce qu'on va référencer pendant la durée de notre entretien. En fait il référençait 20 000 produits par an. Et donc on s'est dit ok, il faut qu'on change, il faut qu'on référence. Par contre, on a pris un axe. On a pris un axe qui est important, c'est de se dire, par rapport notamment à des modèles de place de marché Amazon, on a fait le choix d'être extrêmement qualitatif. Donc, on veut être aujourd'hui la plateforme la plus qualitative
en digital B2B. Alors dans notre métier, c'est tout bête, hein, c'est les fiches techniques, les certifications, etc. Ça a été le premier axe, mais qui nous a demandé de casser en profondeur en fait toute la façon de travailler. Ensuite, à partir de cette plateforme-là, on est parti sur des nouveaux produits à service à valeur ajoutée. En fait, tous les produits que moi, ce que j'appelle les box pushers, enfin, les pousseurs de boîtes extrêmement performants n'aiment pas faire. Et donc, on se développe aujourd'hui beaucoup là-dessus. Alors, ça peut être des montages, de l'installation, mais aussi de l'audit, enfin, des choses assez variées. Et puis, la troisième brique, c'est qu'on est allé voir les grandes entreprises avec qui on travaillait déjà, en leur disant, nous, on va vous aider à optimiser vos achats. En gros, tous les achats révisuels dont vous ne voulez pas. Donc, il neige, il faut du sel, j'ai des clients qui arrivent, il me manque 3 bureaux, etc. En fait, c'est ça notre métier. Et on a développé une méthodologie. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on leur propose des solutions technologiques, et je vais y revenir, et il faut surtout qu'on leur fasse vivre une expérience à ces personnes, sachant que dans l'entreprise, vous avez un utilisateur, quelqu'un qui commande et un directeur des achats. Et donc, on a beaucoup travaillé les parcours de ces clients, et alors j'entendais tout à l'heure parler du NPS, donc nous, on l'a appelé le With Love Score. Et en fait, on le mesure en permanence. Et aujourd'hui, les 2200 collaborateurs du groupe sont payés dessus en disant il faut que quand j'aille chez Manutan, mon expérience, donc mon contenu soit le meilleur, j'ai des solutions technologiques à valeur ajoutée et l'expérience que je vis est la meilleure. Donc ça, c'est le repositionnement du modèle qu'on a fait. Et le troisième pilier, donc, sans lequel on n'aurait pas fait, c'est la techno. Et effectivement, en fait, on a investi beaucoup en technologie. On a eu 2015 qui a été l'année dont tout le monde se souvient, on a passé aux technologies. Alors nous, on était dans un business où on changeait Tolas. Tolas, c'était un ERP qu'on avait depuis 25 ans, mais c'était une personne chez nous. C'était une demande à Tolas. Donc les gens étaient totalement terrorisés en se disant, mais c'est impossible. Alors on s'est posé une question, et c'est là qu'on a bossé avec Didier, en disant, on fait nous, on fait pas nous. Finalement, on s'est dit, on fera jamais, parce que qui veut aller, un développeur de super niveau, aller travailler dans la fourniture industrielle à Gonesse, ça va être difficile. Donc on a décidé de se voir comme des architectes, on a travaillé, on a construit notre plateforme technologique. On l'a passé, mais encore une fois, on l'a passé, en tout cas dans notre modèle, parce qu'on a dit tout le temps, on n'en a rien à faire de la technologie. Rien. Nous, on est là pour faire ça. On a défini 3 engagements, donc je vous ai parlé du With Love Score, donc nos clients, on a défini un engagement sur la qualité, et on a défini un 3e engagement qui dit Manutan ne me laisse jamais sans une solution produit. Et tous les mois, on mesure ces 3 engagements, l'engagement 1, l'engagement 2, l'engagement 3, et on va répéter aux collaborateurs toutes les semaines, tous les mois, en fait, on se bat pour ces 3 engagements. Une fois qu'on a passé la technologie, ça nous a donné des ailes. Et c'est vrai que moi, je le vois dans mon métier. Aujourd'hui, il y a 2 types de distributeurs. Il y a ceux qui l'ont passé, ceux qui ne l'ont pas passé. Ce que dit Didier, c'est vrai. Aujourd'hui, on fait des releases en permanent, etc. Alors, on n'a pas l'agilité, évidemment. On ne peut pas se comparer à des GAFA. Mais en réalité, moi, ce que j'ai appris, c'est que à partir du moment où on a bien architecturé ce qu'on veut faire, aujourd'hui, on trouve plein de startups qui nous donnent des solutions clés en main. Donc, par exemple, on a un algorithme aujourd'hui de gestion des produits sur le site qui est extrêmement performant. On aurait été incapable de faire seul. Mais en fait, on est devenu des assembliers technologiques avec des fonctions de back-office qui sont sur des rythmes plus lents, encore que, mais surtout du front-office qui bouge énormément. La 4e chose, 4e pilier sur lequel je terminerai, donc c'est le pilier qui est lié au 1, mais pas complètement, parce que c'est aussi la revue des process et l'état d'esprit. En fait, on a fait un voyage dans les Silicon Valley. Et en fait, on a appris 3 choses qui nous ont changé la vie. Le premier, c'est qu'ils nous ont dit, c'est super d'être hyper focalisé client, mais en fait, si l'expérience du collaborateur, du fournisseur et du client n'est pas la même, vous n'aurez jamais un super service client. Du coup, on a défini au niveau de notre mission corporate 3 indicateurs, donc le With Love client dont j'ai parlé, le With Love collaborateur, en fait, on se sert de l'enquête Great Place to Work, et le With Love supplier. Et ces 3 indicateurs-là mesurent en permanence est-ce que l'expérience qu'on fait vivre à nos collaborateurs, aux fournisseurs, à nos clients est la même. Et ça nous a changé la vie. La deuxième chose qu'ils nous ont dit... Et donc, le résultat des courses, c'est le cas aujourd'hui Oui. Ah oui, le résultat des courses aujourd'hui... en fait, alors je peux vous donner quelque chose qu'on a... ça fait 4 ans maintenant qu'on mesure le With Love collaborateur. Il y a une corrélation, parce qu'on a 17 filiales partout en Europe, il y a une corrélation entre la satisfaction client et la satisfaction collaborateur. Dans les pays où nos collaborateurs sont les plus heureux, les clients sont les plus heureux. C'est assez mécanique. Et en fait, pour les fournisseurs, pareil, on a eu des fournisseurs au début qui nous disaient en fait c'est l'enfer de travailler avec vous. Et aujourd'hui, sur lequel on a beaucoup travaillé. Et la deuxième chose qu'on a appris, c'est qu'ils nous ont dit en fait, il y a quelque chose que vous faites pas bien, c'est que vous mélangez le suivi de la qualité et l'innovation. Parce que nous, on leur a dit voilà, aujourd'hui, il faut qu'on innove, on veut proposer des solutions pour aider les entreprises à rationaliser leurs achats, il faut qu'on fasse des trucs, etc. Et d'un autre côté, évidemment, on voulait augmenter notre qualité de service. Et puis quand on élargit aujourd'hui, on va vers les 500-600 000 références. Donc ils nous ont dit maintenant, il y a 2 choses différentes. Il y a votre promesse client
Et ça, votre promesse client, vous devez demander à votre client ce qu'il en pense, et vous devez suivre vos indicateurs qualité. Et puis, vous avez votre innovation. Et vous ne devez pas demander à votre client ce qu'il veut en innovation, ce n'est pas son métier. Par contre, vous pouvez lui demander quels sont ses problèmes. Et à partir de là, ça nous a débloqué. Parce que donc d'une part, on a effectivement fait tous les 15 jours, tous les managers se réunissent, on a pris tous les verbatims clients, et là on est sur l'amélioration de la qualité, permanente, avec des cycles beaucoup plus courts. On a arrêté tout ce qui était projet d'1 an, tout est maintenant découpé en 15 jours, etc. Et puis l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, alors on n'a rien inventé, aujourd'hui on a pris ce qu'on appelle des product researchers, donc des gens qui ont défini des personas, et par exemple, pour vous donner un dernier exemple de notre transformation digitale, donc je vous ai dit, notre positionnement aujourd'hui, c'est la rationalisation des achats. Alors, on a développé une solution en allant en fait écouter des directeurs d'achat, permanence, en sortant en fait deux problèmes qui nous ont monté. Un, c'est de dire, je n'ai pas de data, donc je dois optimiser mes achats, mais j'arrive pas très peu à savoir ce que je dépense. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à justifier les économies que je génère. Et à partir de là, on a développé donc cette écoute-là, on a développé une solution qui s'appelle Save Inside, qui aujourd'hui nous pousse énormément en termes de développement, qui est une solution où on donne de la data au client, où on analyse sa performance sur 6 critères et où nos commerciaux, avec des consultants achats, parce qu'on a recruté des consultants achats, définissent des plans d'action. Et donc c'est vrai que quand je regarde en arrière, il y a 6 ans, on était un e-commerçant avec un catalogue. Aujourd'hui, on a toujours cette base-là, mais on y a rajouté des services comme Save Inside, qui n'auraient pas été possibles, 1, sans la techno, 2, sans cette nouvelle façon de travailler sur des cycles très courts et avec la méthode des personas, donc l'écoute du client. 3, en étant aujourd'hui très clair sur notre positionnement, achat de classe C. Et 4, sans aujourd'hui le fait que les collaborateurs ont quand même pris confiance et aujourd'hui sont beaucoup plus rassurés qu'avant sur la capacité qu'a Manutan à faire face à ces transformations, à ces nouveaux acteurs, etc. Très très bien, merci beaucoup. On peut vous applaudir, merci. On va avoir certainement quelques questions. On va demander juste de prendre place, on va s'installer tous les trois. Quelques questions à nos amis. Oui, on vous apporte de suite un micro, voilà. Vous avez un micro? Allez-y, merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était vraiment, ça m'a bluffé. Fabrice Gasquel, Decathlon. J'avais une question à vous poser sur la technologie. Vous avez vachement insisté sur la façon d'innover et autres. Est-ce que c'est, première question, vos équipes qui peuvent pousser les innovations ou est-ce que ça part plutôt d'équipes de direction? Et deuxièmement, votre outil technologique, est-ce qu'il est vraiment ouvert pour tout imaginer en fait? Alors sur la première question, sur l'innovation, ce qui a profondément changé, c'est que ce n'est plus la direction qui fixe l'innovation. En l'occurrence, moi, qui était à fond dans, très honnêtement, pendant beaucoup de temps, je donnais beaucoup mon avis sur ce qu'il fallait faire, etc. Et en fait, à partir du moment où on a appliqué cette méthode qu'on a vue, en fait, on a compris qu'il fallait surtout arrêter de donner son avis sur la couleur du bouton, etc. Et d'être en test permanent. Et donc, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, moi j'ai dit aux équipes, il faut que les directeurs d'achat puissent accéder à Save Inside en autonome. J'en suis sûr que c'est ça qu'il faut faire, etc. Bon, ils ont dit, ok, pourquoi pas, on prend l'input. Donc, on a un product researcher qui allait voir 12 acheteurs, en regardant comment ils fonctionnaient, etc. En fait, il en ressort qu'ils n'ont absolument pas besoin de ça. Ils disent même le contraire, ils disent, non mais attendez, je ne veux surtout pas avoir accès à votre truc, je veux qu'un commercial vienne. En revanche, ils aimeraient avoir accès à un module de notre BI. Et donc, cette innovation-là, aujourd'hui, elle est vraiment drivée par l'écoute permanente des personnes. Notre site marchand, toutes les semaines, maintenant, il passe en test. Et donc, il n'y a plus rien quasiment qu'on décide sans qu'il soit passé par une écoute client, qu'il soit passé par un test. Et ça a vraiment aussi profondément changé la culture. On peut donner notre avis, mais globalement, s'il n'est pas validé par un test ou s'il ne part pas d'un insight client, en fait, il vaut plus rien dans l'entreprise quasiment. Sur la plateforme technologique, oui, en fait, la plateforme est très ouverte. C'est vraiment ce qu'on a construit avec Didier, c'est-à-dire, on s'est dit, notre métier, on ne sera jamais aussi bon que des développeurs, donc n'allons pas réinventer la roue. Nous, on avait une tendance, on était les rois du tuning chez Manutan. On achetait un outil sur étagère, puis on le bougeait dans tous les sens. En fait, il y a 6 ans, on a dit stop. Un outil qui est acheté, à 90%, on n'y touche plus. En revanche, on travaille des interfaces. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme d'une dizaine de briques qui est très très ouverte
Et quasiment le rôle le plus important chez nous, c'est les architectes technologiques. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir aujourd'hui, par exemple, chez nous, le marketing et les architectes technologiques qui travaillent ensemble, en ce moment sur des projets de data. Et en fait, je me faisais la réflexion, je me disais, mais il y a 8 ans, ça aurait été de la science-fiction, quoi, qu'un architecte travaille avec la directrice marketing. Et donc oui, c'est très ouvert. Par contre, c'est bête, quoi, je veux dire, c'est des trucs, c'est des outils qui existent, tout fait. Et le savoir-faire, il est vraiment plus dans le fait de faire fonctionner ces outils ensemble et de les connecter à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Raconte comment tu scrapes la maison. Non. Non. Bon, je vais en parler à sa place. Très rapidement, au niveau technologique, Pierre-Olivier, en fait, sa boîte est capable en fait d'analyser, donc de scraper en fait les offres de tous les autres concurrents, d'assez vite de se mettre au niveau pricing, donc de manière automatique, et d'accompagner complètement en fait ces directeurs produits. C'est-à-dire qu'on est dans un autre métier par rapport à il y a 6 ans. Ouais, alors en 2 mots, c'est sûr que le métier de chef de produit n'a plus rien à voir. C'était des personnes qui étaient très en amont avant, qui sélectionnaient des produits. Aujourd'hui, ils sélectionnent des fournisseurs et ils sont très en aval maintenant. Ils sont très dans l'analyse de la data, etc. Donc aussi, l'avis des uns et des autres sur c'est ce produit-là, etc. Il est plus en amont, il est maintenant beaucoup plus par la data et puis par l'écoute en aval. Aujourd'hui, votre business, il se fait encore à travers le catalogue ou alors quasiment plus? Non, il se fait plus à travers. Alors on a toujours un catalogue, mais aujourd'hui le catalogue c'est ce qu'on appelle une sélection, donc il fait quand même 2300 pages. C'est un outil marketing, mais on ne l'utilise plus du tout. Et en fait, en B2B, vous avez aujourd'hui 42% des acheteurs qui ont entre 25 et 40 ans. Donc les millennials arrivent. Nous, je faisais la réflexion, on vient d'investir 10 millions d'euros dans un nouvel entrepôt, une technologie assez incroyable qu'on a découvert par YouTube. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous avez 90% de la recherche en B2B se fait sur le digital, etc. Le catalogue, c'est vraiment un outil marketing. Jamais eu l'ambition d'ouvrir des magasins? Non, parce que en fait, nous, on a une conviction que la transaction digitale va beaucoup se développer et qu'en fait, c'était pas utile pour nous d'aller créer des magasins, sachant qu'on est sur En fait, toutes les semaines, vous avez des nouvelles personnes qui basculent vers ce canal. Et donc, pourquoi pour nous ouvrir des magasins quand on a en fait des comportements de personnes qui viennent justement vers notre ADN, c'est-à-dire la transaction à distance. Peut-être pour avoir une sorte de showroom, de lieu de démonstration, créer une nouvelle expérience, plutôt que d'être derrière un ordinateur et d'acheter? Alors déjà, on a beaucoup de commerciaux. D'accord. Donc Internet nous a fait recruter énormément de commerciaux. On a 150 personnes au téléphone, donc on a une très forte présence humaine. Après, dans le B2B, le magasin, on a d'abord beaucoup ferme aujourd'hui. Beaucoup ferme. Les entreprises n'ont plus envie que leurs collaborateurs aillent en magasin. On est un peu dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme les magasins ont des difficultés, ils ont moins en moins de stock. Du coup, moi j'ai des clients qui me disent mais quasiment une visite en quincaillier nécessite dans 50% des cas une deuxième visite. Donc probablement, enfin moi je ne connais pas assez bien, donc probablement que le magasin va se réinventer. Je sais que Laurent Merlin a une initiative, enfin le groupe ABO a une initiative pour réinventer pour les artisans, etc. Mais nous vraiment aujourd'hui, il y a un tel boost sur la partie digitale qu'on s'est dit on va rester dans notre métier. Très bien. Merci à tous les deux, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.